Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre Odyssée spatiale, l'épisode 7. Mais avant de vous présenter ce tour de table, générique. À tous de DDO, décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Aujourd'hui, je suis bien sûr accompagné de mon fidèle et meilleur comparse Simon. Bonjour Simon. Bonjour Thomas, merci de m'introduire de manière si positive. Toujours. Et on a la chance, l'honneur d'accueillir Nathalie Cabrol. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc, Nathalie qui est astrobiologiste, planétologue, exobiologiste, mais tu es aussi plongeuse, apnéiste, alpiniste. Autant de titres qui finalement ne résument pas tout ce que tu as accompli et fait dans ta vie pour tes recherches, pour tes passions. Mais on va y revenir. Alors, l'honneur et le plaisir, parce qu'on suit tes travaux, on apprécie beaucoup tes travaux et on va en reparler. Mais en quelques mots, tu étudies un petit peu, tu recherches de la vie au-delà de notre Terre. Et pas que pour la chercher, mais aussi pour comprendre la vie qu'il y a sur Terre, c'est ça ? C'est absolument ça, parce que c'est un magnifique miroir. On n'a qu'un modèle de la vie, c'est celui qu'on connaît. Pour le moment, on n'a pas encore de preuve qu'il y a de la vie ailleurs. Ce qui veut dire que toutes les questions qu'on se pose en regardant l'univers, c'est un petit peu des questions sur nous-mêmes. Et ce qu'on observe, ce qu'on apprend, ça nous donne un petit peu plus une meilleure idée sur notre place sur notre planète aussi. Donc c'est cette espèce de chemin de la Terre à l'espace, de l'espace à la Terre. Alors, pour couper l'herbe sous le pied des complotistes ou de ceux qui nous poseraient la question d'emblée, est-ce qu'on a déjà trouvé en avril 2026 de la vie ailleurs ? Non, pour le moment, on n'a aucune évidence qu'il y ait de la vie ailleurs. On la cherche, bien entendu. Et ce n'est pas une histoire de couper l'herbe sous le pied des complotistes. Il y a, je dirais, le folklore. Celui-là, il a toujours existé. Les petits hommes verts ont construit des pyramides. On connaît toutes ces histoires-là. Mais ça, non. Par contre, il y a une véritable recherche qui est très intéressante, une recherche ufologique. Maintenant, ça s'appelle UAP. J'ai grand intérêt parce qu'en tant que chercheuse, bien évidemment, ça fait partie des questions. C'est pas du tout la même chose que la recherche qu'on fait à SETI, mais elle a en commun avec la recherche ufologique, elle s'intéresse à la possibilité d'intelligence extraterrestre avancée. Donc, on pourra en reparler si tu veux, mais les méthodes sont différentes. Avec SETI, on a des radiotélescopes tournés vers l'espace ou des caméras, et on se pose des questions, donc les chercheurs se posent des questions, ils bâtissent des expériences pour tester leurs hypothèses. Et quand on fait une expérience en science, pour démontrer quelque chose, il faut que l'expérience soit, on puisse la répéter. Tandis que lorsque l'on parle d'OVNI ou d'UAP, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est UAPs maintenant en anglais, eh bien, c'est généralement des gens qui sont pris au dépourvu par quelque chose qui arrive de manière accidentelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est prévu. Et dans ce cas, ils recueillent les informations qu'ils peuvent. S'ils ont une caméra, s'ils n'ont pas de caméra, c'est leur témoignage. Et en fonction de ça, il y a des gens comme des chercheurs du GEPAN ou du MUFON aux États-Unis qui viennent et qui prennent leur témoignage et qui peuvent se rendre sur place, par exemple, pour voir s'il y a des indices de quoi que ce soit. Donc, l'ufologie, quand elle est bien faite, ça, c'est plutôt quelque chose qui rappelle les enquêtes policières. C'est essayer de reconstituer quelque chose qui s'est passé. Alors, bien évidemment, ça a les mêmes problèmes que les enquêtes policières, c'est-à-dire que le témoignage humain, on le sait, il est difficilement, je dirais pas crédible, parce que les gens voient les choses, mais il faut faire attention. On sait très bien que notre mémoire peut nous tromper, etc. Et on connaît les statistiques. Et il n'y a personne qui va contredire ces statistiques, et spécialement pas les gens qui s'occupent d'ufologie. C'est-à-dire que dans 96% des cas, on se rend compte que c'est quelque chose de parfaitement naturel qui a été mal interprété. 2 ou 3% des cas, ce sont des projets discrets. C'est-à-dire que soit quelqu'un est tombé complètement par accident sur un projet secret de l'armée ou quelque chose qui se promène dans l'atmosphère, soit c'est en fait
un projet discret qui est montré de manière volontaire pour voir la réaction du public. Ça existe aussi dans ce sens-là. Il y a maintenant aussi le fait que notre planète change. On a un changement climatique avec des courants atmosphériques qui changent véritablement, et il y a des phénomènes atmosphériques qui sont nouveaux pour la plupart des gens, comme par exemple les nuages noctilucents qui étaient beaucoup centrés dans les régions polaires et de haute latitude avant. Maintenant on les voit en Europe. Les sprites aussi, qui apparaissent beaucoup et partout. Donc il y a aussi ce phénomène de nouveauté dans l'atmosphère terrestre qui peut prêter à confusion. Je pourrais citer des tas de choses comme ça. Il y a des tas de phénomènes, même de plasma et d'énergie au-dessus des failles pendant des décennies. On n'a pas su ce que c'était, et particulièrement dans les Andes, où on a des plaques tectoniques qui se rejoignent. Quand on a un tremblement de terre qui se prépare, il y a une énorme friction entre les roches, ça dégage de l'énergie et ça se manifeste sous forme de boules lumineuses dans le ciel qui semblent aller dans des directions absolument incroyables, changer de direction. Et les gens pensent que ça ne peut pas être terrestre parce qu'il y a aucune technologie pour nous qui permettrait soit même à du matériel, à de la technologie, soit à un humain de pouvoir résister à des forces G à ce point-là. Mais ça n'a rien à voir, c'est simplement une boule d'énergie qui circule. Maintenant, on le sait. On peut multiplier les exemples. Mais bien qu'on arrive presque à 100%, il y a quand même une marge de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on pourra expliquer dans le futur ou pas? Moi, ça m'intéresse. Je ne ferais pas de la recherche si ce genre de questions ne m'intéressait pas. Mais c'est aussi quelque chose où je dis il faut arrêter le folklore parce que ça ne sert pas du tout la population. Ça met des idées fausses dans la tête des gens. Ça crée des problèmes à la science. En fait, il y a des tas de problèmes qui sont créés comme ça parce que après les gens vous disent vous nous cachez des trucs. Alors l'Institut SETI en particulier parce que évidemment on fait ça aussi. Et ils nous disent, vous faites partie des complots du gouvernement, on est une organisation privée. Donc moi, je suis une citoyenne comme tout le monde. Si le gouvernement sait quelque chose, je ne le sais pas. Mais quand je résume la recherche qu'on fait, comparée à l'ufologie, je dirais que la recherche SETI astrophysique est une recherche astrophysique qui cherche les extraterrestres dans leur milieu naturel, dans l'espace. Tandis que l'ufologie cherche à comprendre s'ils n'ont pas envahi notre espace aérien. C'est une bonne manière de résumer la chose et ça me fait beaucoup penser à une émission qu'on a eu la chance de faire avec le directeur du GEPAN en France. Et donc aujourd'hui en France on appelle ça les PAN, les phénomènes atmosphériques non identifiés, et qui nous expliquait exactement ce sur quoi tu es revenu et tu as commencé à parler d'outils qu'on peut utiliser pour observer donc ces PAN, mais quels sont les outils des exobiologistes, quels sont les instruments que vous utilisez pour aller chercher, comme tu disais, les extraterrestres dans leur milieu naturel, qui est une très bonne analogie je trouve. Oui, alors il y a... On peut parler de ça, on peut aussi parler de l'Institut SETI qui ne fait pas que du SETI. C'est vraiment la recherche de la vie, depuis l'origine et la nature de la vie jusqu'aux civilisations extraterrestres avancées. Alors, pour les extraterrestres, pour commencer par SETI, donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a des radiotélescopes qui sont tournés vers l'espace et on écoute. C'est une recherche passive. C'est-à-dire qu'on va choisir des cibles dans l'espace. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, j'allais dire, ciblé parce qu'on a des systèmes planétaires qu'on peut véritablement pointer et viser. Il y a des planètes, des systèmes intéressants qui sont dans la zone habitable de leur étoile, par exemple. Donc, il y a une plaisanterie entre moi et Jill Tarter à ce propos. Parce que je disais à Jill Tarter, qui vous savez, est représentée dans le Contact par Judy Foster, j'ai la chance de pouvoir la voir à l'Institut SETI. Et il y a en 2009-2010, quand le télescope Kepler a commencé à chercher des exoplanètes, au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que elles étaient communes un petit peu partout. J'ai dit, alors, c'est formidable. Maintenant, pour SETI, on a de véritables cibles, de véritables systèmes planétaires qu'on peut chercher. Elle m'a regardé et puis elle m'a dit oui et non parce que il y a des planètes partout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde des étoiles, chaque étoile qu'il y a dans le ciel a en moyenne une planète autour. Donc c'est pas qu'il y a seulement quelques systèmes par-ci par-là, ça change. En fait, on est obligé de regarder partout. Mais donc radiotélescope et caméra pour regarder s'il n'y a pas des
des signaux laser monochromatiques aussi. Ça, c'est laser SETI. Et puis, il y a un autre type de recherche. En fait, ce n'est pas véritablement une recherche. Donc, SETI, c'est passif. Il y a une autre organisation qui s'appelle METI. Et c'est la partie messaging. C'est-à-dire, cette organisation-là essaye de comprendre quel type de communication, qu'est-ce qui permet de composer un message et de communiquer avec des extraterrestres. C'est très intéressant parce que ça mêle l'anthropologie, les mathématiques, la physique, les choses qu'on peut estimer seraient universelles, en particulier les mathématiques, la physique. On peut être complètement différent, mais on vit dans le même univers. Donc si on est technologiquement avancé, ça veut dire qu'on comprend les lois physiques de l'univers. Ça, c'est pour l'aspect SETI. Bien entendu, ce qui s'est rajouté là-dessus, c'est l'intelligence artificielle, qui nous permet non seulement de pouvoir analyser des quantités de données beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant, non seulement les données actuelles, c'est-à-dire qu'on a des petits boîtiers analytiques qu'on pose directement sur les télescopes. Maintenant, on n'a même plus besoin d'avoir des heures de télescope pour nous, si on veut, bien que SETI a son réseau d'antennes. Mais on a aussi des collaborations avec d'autres réseaux d'antennes dans le monde. On a des boîtiers. Les astronomes observent ce qu'ils ont besoin d'observer et nous, on écoute derrière. Et l'intelligence artificielle analyse live. Et donc, l'intelligence artificielle nous permet d'analyser les données, mais elle nous permet aussi de modéliser. Et ça, c'est extrêmement puissant. Même si l'IA a bien des problèmes, pour la science, c'est quand même un sacré outil. Ça, c'est pour SETI. Et donc la partie METI, elle, de messagerie, ça pose toujours un petit peu un problème. Comme je dis, nous, on ne le fait pas. La partie active, on la fait pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent ils pensent toujours que c'est un peu dangereux de donner notre position, bien que ce soit un petit peu ridicule, parce que ça fait 150 ans qu'on a donné notre position activement, même si c'est involontaire. Il y a des émissions radio qui s'échappent de la Terre depuis 125 ans, 150 ans maintenant. Mais ça fait environ 2 milliards et demi d'années que la vie a commencé à transformer l'atmosphère de notre planète, qu'il se passe des tas de choses, que l'environnement tout seul ne pourrait pas exister. S'il y a des extraterrestres qui nous observent ou qui observent la Terre, je pense qu'ils se doutent de quelque chose depuis bien bien longtemps. Et tu disais une chose, on cherche de la vie ailleurs pour aussi mieux comprendre la vie qu'on a, nous, ici sur Terre, autour de nous. Mais quand on cherche la vie ailleurs, forcément, on cherche des choses qu'on connaît. Oui. Donc, à quel point est-ce qu'on est sûr, au SETI ou même à travers le monde, de reconnaître de la vie si on la trouve? Parce qu'on imagine, bien sûr, alors, dans le folklore de la science-fiction populaire, le petit bonhomme vert avec la grosse tête, les gros yeux noirs. La réalité des choses, ça pourrait être aussi plutôt des microbes dans des conditions extrêmes, puisque tu as cité, il existe plus de 6000 exoplanètes répertoriées aujourd'hui et des milliards d'autres. Mais à quel point on pense être en capacité, nous, simples humains, de la reconnaître si on l'avait là, devant le pif? Mais là c'est une question extrêmement importante et puis intéressante. Alors, déjà, on va déjà dire qu'on cherche la vie, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est déjà pour commencer. On sait reconnaître la vie sur Terre. Mais il y a une hypothèse très intéressante, en fait, pour justement illustrer ce que tu viens de dire. C'est qu'on est bâti avec des briques qui sont extrêmement communes dans l'univers. C'est pas pour rien qu'on est bâti avec ça. Dans l'univers, il y a beaucoup de carbone, il y a beaucoup d'oxygène, d'azote, etc., etc. Et donc, pour moi, je pense qu'on est assez représentatif d'un assemblage, dirons-nous. Maintenant, cet assemblage, il pourrait être exactement le même que le nôtre, mais la géométrie des molécules la symétrie pourrait être inversée, et peut-être qu'on ne serait pas capable de le reconnaître. Il suffirait qu'il y ait un petit peu plus de molécules d'ADN, un petit peu moins. Est-ce qu'on serait capable de le reconnaître? Et tout ça basé sur la même chimie. Je ne parle même pas de choses qui auraient une biochimie différente. Alors ça a fait penser les astrobiologistes qui se sont dit, on ne sait pas si notre hypothèse elle est juste, mais simplement pour essayer
d'avancer le processus et la réflexion, imaginons que la vie sur Terre telle qu'on la connaît, elle se rapporte toute à un ancêtre commun. C'est Lucas, on l'appelle Lucas. Hein. Toute la vie sur Terre est partie de là. C'est-à-dire que on est tous cousins, de la première bactérie au plus grand des mammifères. On a tous la même charpente, etc. Mais est-ce que la vie, c'est seulement ça? Est-ce qu'il n'y a pas, comme tu disais justement, la possibilité pour une structure biochimique différente de pouvoir voir le jour? Et est-ce que la Terre n'a pas expérimenté d'autres choses? Et que finalement, nous, on est resté là parce qu'on est la vie qui a dominé. Mais est-ce qu'aujourd'hui même, alors qu'on se parle, il n'y a pas une biochimie qui est peut-être juste suffisamment différente, qui vit toujours sur Terre? Bien entendu, c'est probablement microscopique si ça existe, parce qu'autrement on le saurait. Mais est-ce qu'elle n'est pas là et qu'on n'est pas capable de la détecter parce que tous nos tests sont fondés sur la biochimie qu'on connaît? Et ça, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est une hypothèse, c'est une expérience de pensée, mais elle nous oblige à penser à la vie telle qu'on ne la connaît pas. Et à l'heure actuelle, dans vos travaux généraux, donc sur Terre, dans le système solaire et au-delà, qu'est-ce que vous scrutez? Quels sont les indicateurs, si on peut dire, les traces que vous scrutez en particulier? Qu'est-ce qui vous intéresse et qui vous donne parfois l'envie de se dire, là, il y a quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que vous allez chercher précisément? Alors, bien entendu, c'est toujours difficile de chercher ce qu'on ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle on cherche la vie telle qu'on la connaît. Mais je viens de dire pourquoi. En fait, c'est logique, parce qu'on est fabriqué avec les choses les plus communes, les briques les plus communes dans l'univers. Donc, ça veut dire que c'est un matériau qui est abondant et que c'est donc logique de chercher quelque chose qui pourrait y ressembler. Ça ne veut pas dire nous, les humains. Ça veut dire des atomes semblables, des charpentes moléculaires semblables, ou en tout cas basées sur le carbone, basées sur des choses qu'on connaît. Et puis, depuis qu'on regarde les exoplanètes, malgré tout, il y a des planètes, si aucune d'elles n'est une réplique de la Terre, parce que ça, c'est pas possible, même sans penser que ceux qui pensent à la Terre rare ont raison, c'est pas possible qu'il y ait 2 Terres exactes, même dans tout l'univers, malgré les nombres qu'on connaît. Eh bien, ces planètes, il y en a beaucoup qui présentent beaucoup de similitudes avec la Terre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont exactement les mêmes, mais ça veut dire qu'elles ont des environnements dont on sait que la vie, telle qu'on la connaît, pourrait s'y adapter. On le voit déjà sur Terre avec les milieux extrêmes. Eh bien, c'est pour ça que c'est tellement abondant que même si pour le moment c'est un petit peu une recherche monolithique qui regarde dans une direction avec la biochimie, c'est quand même une direction qui nous donne énormément de potentiel. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des signatures de la vie telles qu'on les connaît. C'est-à-dire qu'on va chercher des molécules, par exemple comme le méthane. Le problème avec le méthane, c'est qu'il y a des tas de façons de le fabriquer, y compris des choses qui sont complètement pas biologiques du tout. Mais ce n'est pas seulement un point qu'on cherche, c'est une convergence d'évidence. Et le plus important, la question qui est la plus importante, ou l'observation la plus importante à faire, c'est de se dire, est-ce que cette observation que je fais, est-ce que l'environnement tout seul peut l'expliquer? Alors là, c'est une grosse difficulté parce que ça marche très bien sur Terre. On voit beaucoup de déséquilibres. Par exemple, on injecte de l'oxygène dans l'atmosphère et le méthane, l'oxygène, etc., ils ont des temps de résidence dans l'atmosphère s'ils ne sont pas renouvelés. Ça va finir par se dissiper. Spécialement le méthane, ça se renouvelle assez, mais il faut l'entretenir. Il faut donc qu'il y ait une source pour l'entretenir. Alors, méthane, ça peut aussi être du volcanisme. L'oxygène, il y a d'autres manières de le faire, etc. Donc, ce qu'on regarde, c'est s'il y a une convergence de molécules qui pourrait être attribuée à la biologie, si l'environnement tout seul ne peut pas expliquer ce qu'on voit. Mais le problème avec ça, c'est que quand on cherche la vie, on ne cherche pas la vie seulement, on cherche la coévolution de la vie et de l'environnement. C'est donc une fusion et même pas une équation à 2 inconnus. Mais quand vous avez une fusion, c'est très très difficile d'extraire la signature de la vie quand on ne connaît pas celle de l'environnement. Et les exoplanètes sont très très loin. Le seul moyen qu'on a de connaître un petit peu et de modéliser l'environnement, c'est de voir le transit, de voir à quelle distance elle est par rapport cette planète à cette étoile, savoir les températures qui s'y passent, qui existent dessus, voir l'épaisseur de l'atmosphère, voir la composition de l'atmosphère. Généralement, en ce moment, on est un petit peu coincé parce que
les exoplanètes qu'on connaît le mieux, c'est celles qui passent le plus souvent. Ça veut dire celles qui sont le plus proches de leurs étoiles, en fait. Donc, ce n'est pas nécessairement les plus habitables non plus. Donc, on est au début de tout ça. Mais avec les télescopes terrestres et les super télescopes terrestres et puis les télescopes spatiaux qu'on a maintenant, on est quand même dans une période extrêmement fascinante. Et donc, pour un nouveau point Space Culture, je vous propose de découvrir l'histoire, ou du moins un tout petit passage de Dimension, qui est sorti le 2 avril aux éditions Julliard. Et Nathalie, je te laisse nous lire ce petit paragraphe. C'est une expérience assez étonnante pour moi de devoir lire ça. Je pense que je me souviens encore de quand j'ai écrit ces paroles. Alors, le mobile de ces meurtres devient plus facile à comprendre, continua Pierce. Ce qui défie toute logique, c'est comment Léonard de Vinci aurait pu avoir connaissance d'un objet découvert il y a à peine quelques jours, un objet composé de matériaux inconnus sur notre planète, capable de projeter des hologrammes détaillant la formation du système solaire, l'exploration spatiale, les alunissages, les missions sur Mars, les explosions nucléaires et même le changement climatique, le tout avec une précision que seule une technologie avancée pourrait produire. Elle fit une nouvelle pause et jeta un regard furtif à Walsh. Celui-ci ajouta une pointe de résignation dans la voix. « Je n'en sais rien. Nous ne comprenons peut-être pas encore, mais c'est notre seule piste pour l'instant. » Le commissaire se leva et se mit à arpenter la salle de conférence. Merci beaucoup Nathalie. Alors donc c'était Dimension. Là tu as plongé plein de mystères. Moi qui suis bien avancé dans le livre, alors j'ai pas encore la fin donc je ne me spoile pas, mais j'aurais des dizaines de questions à te poser bien sûr. Déjà pour rappel, donc il est édité aux éditions Julliard, il est d'ores et déjà disponible en librairie. Un jour plus tôt que Dimension, qui a été publié aux éditions Julliard, est aussi sorti la version poche d'Inséparable, Chronique d'une planète habitée. Et Dimension, moi quand je l'ai lu, donc j'ai une première question. Alors, Walsh, qui pour moi est un petit peu ce personnage principal, du moins celui qui nous sert de fil rouge, j'ai trouvé plein de points communs avec, disons, ton histoire, tes expériences. Et je me demandais à quel point tu lui avais donné une partie de toi en l'écrivant. Alors, j'imagine que tous, ils ont eu, je pense à Marcia, je pense à Catherine Pierce, à Walsh, mais c'est vrai que quand Walsh contemple cette vue des Andes qu'il peut avoir quand il les découvre la première fois à presque 3000 mètres d'altitude, c'est très descriptif, les mots sont très bien choisis, j'ai pensé à ton expérience là-haut. Donc voilà, à quel point tu as donné une part de toi à ceux et à ces personnages. Alors, la part dans les personnages, c'est probablement inconscient. Bien évidemment, je pense que n'importe qui écrit un livre se laisse un petit peu dans les pages. Par contre, pour les paysages, oui. Ouais, il y a dans la description des paysages, quand j'écrivais, il y avait la même émotion que je ressentais au moment où j'ai aperçu ces paysages pour la première fois. Il y a des descriptions très précises d'endroits où moi je me suis arrêtée, où j'ai fait s'arrêter les personnages, en particulier dans l'approche de San Pedro d'Atacama, qui moi m'avait frappé à un point. Quand j'y suis allée pour la première fois, j'avais l'impression que j'étais revenue chez moi quelque part. C'est quelque chose qui m'avait parlé très profondément, qui aujourd'hui, même quand j'y pense encore, me frappe beaucoup. Et je suis quelqu'un d'extrêmement visuel, c'est-à-dire qu'avant d'écrire quelque chose, je le vois dans ma tête aussi. Donc ça aide peut-être un peu. Et pour faire la transition, justement, tu as écrit pas mal d'essais, et là c'est ton premier roman. Quelle barrière ou quel cadre tu t'es donné entre... Voilà, je laisse tant de part de véracité scientifique et je me laisse aussi tant de part de liberté narrative. Je ne l'ai absolument pas conçu de cette manière-là, en fait. J'avais cette histoire en moi depuis longtemps. Et là, il y avait deux raisons principales pour écrire ce roman. La première, c'est qu'effectivement, c'est un espace de liberté pour un chercheur dans lequel je peux développer une expérience de pensée et en même temps la pousser jusqu'au bout en utilisant cette convergence qu'il y a aujourd'hui entre l'astrobiologie, la recherche de la vie dans l'univers, les neurosciences avec la notion de conscience qui est en train de changer, et la physique quantique. Sans pour autant, à aucun moment, ne parler de science dans l'histoire. C'est le tableau de fond. C'est des choses qui vont être découvertes par les personnages. Mais il n'y a pas du tout de notion de science. En fait, c'est le décor. Et puis... ce qui est agréable avec le roman, c'est que, contrairement à une publication académique, il n'y a pas besoin de justifier du moment que l'univers du roman, l'univers de l'histoire est logique en lui-même et qu'on respecte l'histoire et le développement.
je dirais qu'on peut faire ce qu'on veut. La seule différence, c'est que les faits historiques sont exacts et la science, au moins en tout cas, sous la forme d'hypothèses, parce que ça reste des hypothèses que j'ai utilisées et non pas des théories ou des faits établis, eh bien, elles sont aussi la réflexion de là où on en est maintenant. Donc, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... J'ai respecté au moins cet aspect de la science. Ce n'est pas un univers fictif, c'est un univers d'exploration intellectuelle, mais encore une fois, il n'y a pas un mot de science à l'intérieur. Et l'autre partie, en fait, et qui était à part égale avec celle-là, c'est de me dire que à travers cette histoire, je pouvais faire passer les mêmes messages ou faire comprendre les mêmes concepts au public à travers une histoire. Et au public en général, comme j'ai dit, il n'y a pas de science, c'est une histoire avec un mystère, avec une enquête, avec des tas de choses qui se passent, et dans laquelle on ne parle pas de physique quantique pour le plaisir de parler de physique quantique, où c'est véritablement une course pour retrouver des objets qui ont une importance très importante pour le futur de la Terre. Et je l'ai vu parce que moi je n'ai pas encore eu la chance de lire cet ouvrage, je viens tout juste de l'acheter, mais j'ai lu quand même le synopsis et on le décrit comme un thriller quantique. Donc tu as évoqué ce terme sans rentrer trop dans les détails, mais au vu de la thématique, je voulais te poser la question de où tu situais ton livre entre Da Vinci Code et le problème à trois corps. Mais tu viens déjà d'y répondre, je te laisse éventuellement préciser, mais entre donc un thriller très connu, mondialement connu, et un livre de ce qu'on appelle de la hard SF, donc de la hard science-fiction, où les faits scientifiques sont robustes, où on va parler de science et où on va être précis et respecter au maximum la vérité scientifique. Donc, comment tu situerais Dimension, même si tu nous as donné des premiers indices? Oui, alors je dirais que ça se situe au point de vue de la véracité scientifique, ce serait donc plus le problème à trois corps, mais je n'aborde pas la science à l'intérieur comme étant faisant partie de l'histoire. Pour moi, c'est simplement l'explication de ce qui se passe. Mais ça vient en toile de fond. Et pour la partie Da Vinci Code, je dirais que l'aventure, l'enquête, etc., ça c'est le thriller où on se poursuit. Il y a même un petit peu quelques meurtres par endroits. Mais à la différence du livre de Dan Brown, Da Vinci ici a un rôle sociétal. C'est-à-dire qu'il a une raison bien particulière. Il l'avait aussi dans Dan Brown, mais dans ce cas, Da Vinci, il nous montre l'aspect cyclique de ce qui se produit dans l'évolution de l'humanité. Parce que c'est pas par hasard qu'il est là, c'était pas simplement parce que j'aime Da Vinci, en fait c'est un personnage qui me fascine, ça a aidé bien entendu. Mais le fait est qu'il a été confronté à exactement les mêmes problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et ça sera sûrement ma dernière question, mais tu nous l'évoquais, c'est une histoire que tu avais en toi depuis un moment. Est-ce que tu penses que c'est la science qui a guidé ton récit, donc ton travail de scientifique, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment la narration et cette histoire que tu avais au fond de ta tête qui s'est inspirée de ce que tu fais dans ta vie de chercheuse et qui s'est déroulée toute seule, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose de fusionnel un petit peu? C'est complètement fusionnel et ça remonte à très très loin. Il y a des choses qui sont dans ce livre qui était en moi avant même que je commence à prendre un petit peu plus de bouteilles dans la recherche. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui représente l'unité du tout, comme le dit Da Vinci. Et c'est une espèce de fusion de cette unité du tout, de l'absence de séparation. On parlait d'inséparable, donc, de sa nouvelle parution chez J'ai lu, en poche, mais... c'est cette notion que l'environnement et la vie ne sont pas séparables. Ça, c'était le message dans ce livre-là. Il y a bien sûr la recherche de la vie, qui est le message de À l'aube de nouveaux horizons. Il y a tous ces... C'est tout là, sauf que c'est une histoire. Et en même temps, c'est aussi, pour moi, montrer aux gens que la science est une source de spiritualité. Et ça, je pense que c'était très important pour moi de le faire comprendre aux gens. Et je ne parle pas religion, je parle simplement le fait de pouvoir se poser ces questions. Fait de nous des êtres spirituels. Essayer de comprendre qui on est, d'où on vient, pourquoi même on existe. Eh bien, ça, c'est des questions qui sont abordées, mais sous forme d'une histoire.
et qui essaye d'apporter aussi des réponses avec les hypothèses les plus avancées de la science aujourd'hui, mais en toile de fond, en décor. Pour ce qui sera la dernière question de cette émission, tu l'as dit, tu as écrit plusieurs essais, tu as tes travaux au CETI, au Centre de recherche Carl Sagan, ta passion, tes aventures humaines, tes aventures expérimentales. Tout ça, ça demande du temps, ça prend du temps, et pourtant, on y retrouve de la passion et de l'énergie dans chaque action que tu mènes. En tout cas, j'imagine que tu fais de ton mieux, mais est-ce que tu dirais que toutes ces activités se nourrissent les unes les autres ? Est-ce que toi, toutes ces activités te nourrissent ? Et finalement, est-ce que l'écriture, que ce soit en termes d'essai ou de roman, c'est ce qui te permet aussi un petit peu de transmettre tout ce que tu apprends ? Alors, il est bien évident que, comme tu dis, merci Hippocagne, non, je peux pousser, j'ai une énorme capacité de travail, ça c'est sûr, mais j'ai aussi été bien entraînée pour ça. Mais ce serait probablement impossible à faire si ces sujets étaient très différents les uns des autres. Tandis que là, la recherche nourrit les papiers scientifiques, et en même temps, le roman me permet de communiquer, mais aussi me permet, dans ce cas, d'explorer la pointe de ces hypothèses nouvelles. Et m'entraîne, moi, en écrivant, ça me donne des idées pour poursuivre des recherches dans certaines directions. Parce que quand on se donne plus de liberté dans un roman, d'un seul coup, il n'y a pas les mêmes barrières, je dirais, académiques. Et on peut être un petit peu plus, je dirais pas brave, parce que j'ai jamais reculé devant présenter des travaux ou des recherches ou des avenues qui étaient un petit peu différentes. Mais il faut quand même suivre le processus académique, c'est-à-dire que nos papiers sont évalués par des pairs, que c'est quand même un exercice. Mais je me rends compte qu'en écrivant, que ce soit les essais ou que ce soit le roman, ça me donne des idées pour la recherche aussi. Et dans ce cas-là, je retourne dans la partie académique. Ça me donne aussi des idées pour des prochains bouquins. Et j'en sors pas parce que... Mais c'est... je sais pas, c'est comme une respiration. Et alors, je ne sais pas si le roman, c'est quand j'expire ou j'inspire, je ne sais pas, mais c'est une respiration pour moi et c'est nécessaire. Merci beaucoup Nathalie. Vous l'aurez compris, si vous avez envie de vous plonger dans une histoire passionnante entre science et mystère, je vous invite à aller vous procurer Dimensions aux éditions Julliard. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la Terre, la recherche de vie dans l'univers et comment toute cette recherche peut nous aider à comprendre qui nous sommes, je vous invite à aller lire Chronique d'une planète habitable aux éditions J'ai lu. Et Simon, je te laisse un dernier mot. Oui, habiter, planète habitée, je crois. Pardon, mais je mélange... Mais Elle est toujours habitable. Et heureusement quelque part. Et on fera en sorte, en tout cas je l'espère, de la garder habitable. Mais je tenais à te remercier très sincèrement Nathalie, parce que tu nous as parlé d'expérience et d'une vie qui est passionnante. Et là je me suis aussi embarqué moi pendant cette heure, si on compte aussi le portrait qu'on a enregistré ensemble juste avant, dans une aventure qui était tout aussi passionnante pour nous deux. Mais je laisserai Thomas en dire un mot aussi. Donc merci vraiment de nous accorder ce temps-là durant ton passage en France qui est bien chargé, on le sait. On avait déjà eu la chance d'échanger avec toi par le passé, par téléphone, mais là c'est vraiment aussi d'autant plus marquant et inspirant de pouvoir échanger avec toi et d'avoir aussi cette vision-là d'une science qui est inépuisable, mais qui nous dit beaucoup de choses sur ce qu'on a surtout besoin de conserver, de préserver ici sur Terre, alors même qu'on regarde très loin dans l'univers. Donc je terminerai sur ces mots. Je vais donner la parole à mon cher Thomas, mais je tiens vraiment encore une fois à te remercier Nathalie Cabrol d'avoir été avec nous. Oui, merci Nathalie. Alors déjà d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast aujourd'hui avec nous, parce que pour nous c'est extrêmement riche et c'est un plaisir de pouvoir partager tes travaux et de pouvoir te poser nos questions, bien qu'on en ait encore peut-être une centaine qu'on aurait dans le coffre. Et puis un remerciement particulièrement sincère, parce qu'au-delà du podcast, pour tous nos échanges, pour toutes les questions auxquelles tu réponds, pour ton temps, pour ton soutien, pour ton ouverture et ta bienveillance, pour ça un merci des plus sincères. Et comme on l'a par tradition dans le podcast, on te laisse le mot de la fin. 30 secondes, 1 minute, 1 heure. Le dernier mot de ce podcast, il est pour toi Nathalie. Tu peux faire de la promo, tu peux partager un message pour l'humanité.
L'antenne est à toi. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que il n'y a pas que moi qui fais ça. J'ai quelqu'un en face de moi aussi qui s'occupe d'essayer de diffuser un petit peu la science et puis l'intérêt de la recherche spatiale. Et ça, c'est important. C'est important de faire partager au public, aux grands comme aux petits. Donc, merci à toi. Ça, c'est une première chose. Aussi, merci à tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent dans toutes ces promotions, parce qu'un livre, bien évidemment, l'auteur, c'est l'aventure. Bon, bien sûr, on passe beaucoup de temps, mais je pense que tout ça n'arriverait pas non plus vers le public s'il n'y avait pas des gens comme Dorothée, comme Géraldine, comme Adrien, comme tous ces gens qui sont à Juliard, à Gélu, etc., avec qui je travaille depuis des années maintenant, et qui permettent au livre d'atteindre les librairies et puis finalement les gens qui peuvent en profiter. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que le message, il est simple, c'est un message humaniste. C'est que à travers cette histoire, j'espère que, comme je le disais il y a pas si longtemps, il y a l'histoire, il y a le mystère, mais ce que j'ai fait avec Dimension, c'est un petit peu l'expérience inverse de SETI, c'est-à-dire qu'à SETI, on tourne des radiotélescopes et puis on écoute pour savoir s'il y a un message qui va arriver depuis l'espace. Eh bien, moi, j'ai envoyé quelques messages aux terriens à travers Dimension, et j'espère que chaque lecteur sera une petite antenne de radiotélescope avec sa propre fréquence et pourra en capter tout ou partie, et peut-être que la teneur du message changera avec le temps aussi. Donc merci à vous et merci pour l'opportunité d'être là aujourd'hui.